17 janvier 1945. Front de l'Est. Une aube glaciale étire sa lumière pâle sur un village détruit. La neige s'accumule dans les coins des maisons brisées. Le givre s'accroche aux fusils, aux casques et aux cols des uniformes. Un vent cinglant balaie le paysage, portant avec lui l'odeur âcre de la fumée et de la poudre provenant des tirs d'artillerie de la nuit précédente. Les soldats avancent comme des ombres sur une boue transformée en glace, leur souffle formant des nuages dans l'air glacial, chaque pas lourd et réticent. Le sol est jonché d'équipements abandonnés, témoins muets de la discipline qui promettait l'ordre et la maîtrise. Au loin, depuis la lisière des arbres, le roulement lointain de l'artillerie soviétique secoue les os. Une chaîne de commandement autrefois fiable se désagrège maintenant en gestes hésitants et ordres criés, confus. Des hommes entraînés à la précision, à l'obéissance absolue, avancent avec des yeux vitreux, épuisés et effrayés. Ils avaient imaginé la victoire, ils avaient cru au contrôle total. Et pourtant, ici, au bord de la retraite, la célèbre discipline de la Wehrmacht chancelle sous le froid, la faim et la pression d'un ennemi impitoyable. Une gamelle abandonnée, à moitié enfouie dans la neige, cabossée et vide, témoigne silencieusement de l'endurance des soldats et de l'effritement de l'ordre. Chaque souffle glacé, chaque pas dans la boue, résonne des promesses d'un régime qui exigeait la loyauté au-dessus de la vie, désormais confronté à la dure réalité de la survie. La lumière hivernale s'intensifie. Au-delà du village, l'horizon tremble sous l'avancée de forces qui mettront à l'épreuve les hommes entraînés à obéir, mais désormais confrontés à l'effondrement de tout ce qu'ils croyaient pouvoir contrôler. La discipline, autrefois absolue, vacille maintenant dans le froid. Pour comprendre pourquoi la discipline de la Wehrmacht s'effondra dans les derniers mois de la guerre, il faut remonter aux origines même de sa réputation. En 1939, lorsque les divisions allemandes envahirent la Pologne, elles apparaissaient comme une machine de guerre parfaitement huilée. Chaque soldat connaissait sa place, chaque officier ses ordres, chaque unité son rôle dans la stratégie globale. Les exercices rigoureux, la formation intense et l'endoctrinement idéologique forgeaient non seulement des corps mais aussi des esprits prêts à obéir sans question. L'efficacité de ces structures se manifesta rapidement lors de la campagne de France en mai et juin 1940, lorsque des divisions blindées et motorisées percèrent les lignes alliées avec une précision presque clinique. La Wehrmacht n'était pas seulement disciplinée, elle était un symbole de l'idéologie militaire nazie. Le service quotidien incluait des marches interminables, l'apprentissage de tactiques combinées et la maîtrise des armes individuelles et collectives. Les rapports de terrain de l'époque montrent que les commandants inspectaient minutieusement les uniformes, les fusils et même les sacs de rations des soldats. Selon un document de l'armée allemande daté de juin 1940, chaque officier doit maintenir non seulement l'efficacité de ses troupes, mais l'apparence de la discipline. La faiblesse dans le détail est le commencement de l'effondrement. Cette attention aux détails reflétait un mélange unique de rigueur militaire et de contrôle idéologique. Au début de la guerre, la Wehrmacht bénéficiait également d'un avantage logistique remarquable. Les troupes pouvaient compter sur des lignes d'approvisionnement fiables, un équipement moderne et une rotation régulière des soldats pour éviter l'épuisement. Les régiments motorisés, équipés de camions et de véhicules blindés, pouvaient parcourir des centaines de kilomètres en quelques jours, laissant derrière eux un front cohérent et coordonné. Même sur le front de l'Est en 1941, lors de l'opération Barbarossa, les rapports de l'AER montrent que les divisions avançaient avec une efficacité redoutable malgré la longueur des lignes et la rudesse du terrain. Cependant, cette perfection apparente reposait sur des conditions précises. Les soldats étaient jeunes, bien nourris, entraînés et convaincus de la supériorité de leur mission. Ils croyaient dans la discipline comme un moyen de survivre et de vaincre. Le contraste entre ce qu'ils attendaient de la guerre, victoire organisée, avance méthodique, cohésion absolue, et ce qui allait suivre fut au cœur de l'effondrement ultérieur. En observant les carnets de marche et les rapports des commandants de division, on note également l'importance des rituels quotidiens. Les inspections du matin, les appels au drapeau et la distribution des rations suivaient un rythme presque sacré. Le café chaud et le pain noir, distribués avec une précision méticuleuse, devenaient des symboles de stabilité et de normalité dans un monde chaotique. Ces détails, à la fois simples et vitaux, représentaient l'âme de la Wehrmacht, une discipline stricte incarnée dans chaque geste, chaque repas et chaque ordre. Pourtant, à mesure que la guerre progressait et que les fronts s'allongeaient, la Wehrmacht commença à montrer des signes de tension. La formation rapide de nouvelles unités, le manque d'expérience des recrues et l'intensification des combats cumulés posaient des défis qu'aucune discipline, aussi rigoureuse soit-elle, ne pouvait totalement compenser. Ce contexte initial établit les bases nécessaires pour comprendre pourquoi, lorsque les mois finaux de la guerre arrivèrent, la célèbre rigueur militaire allemande se heurta à des limites humaines et logistiques insurmontables. À partir de 1943, le tableau commence à se transformer radicalement.
Sur le front de l'Est, après la bataille de Stalingrad, les divisions allemandes ne sont plus les machines impeccables de 1941-42. La Wehrmacht commence à ressentir le poids des pertes massives, de la fatigue continue et des conditions extrêmes. Selon les archives militaires allemandes, près de 750 000 soldats furent tués, blessés ou portés disparus à Stalingrad, ce qui représenta une fracture profonde dans l'expérience collective des unités. Les survivants étaient souvent physiquement brisés et psychologiquement éprouvés, confrontés à des conditions qu'aucune discipline ne pouvait entièrement réguler. Parallèlement, les lignes d'approvisionnement commencent à s'effilocher. Le transport de munitions, de carburant et de nourriture devient de plus en plus aléatoire. Le manque de véhicules adaptés, les attaques alliées sur les voies ferrées et les bombardements intensifs perturbent la régularité qui avait jadis été le pilier de la Wehrmacht. Les soldats, habitués à un rythme stable de distribution de vivres et de carburant, se retrouvent désormais avec des rations limitées, des munitions insuffisantes et des ordres qui changent presque quotidiennement en fonction des crises locales. La glace qui recouvre les routes et les champs dans les hivers de 1944 et 1945 transforme ce qui restait de la logistique allemande en un défi quotidien de survie. La pression idéologique s'intensifie également. Hitler exige des contre-attaques impossibles, même lorsque la situation tactique est catastrophique. Des rapports internes révèlent une multiplication des directives contradictoires, poussant les officiers à choisir entre obéir aveuglément et protéger la vie de leurs hommes. Un commandant de division écrivait en décembre 1944 « Nous ne sommes plus qu'un instrument brisé, forcé de frapper sans espoir, nos hommes se perdant dans la confusion que nous-mêmes ne comprenons plus. » L'écart entre la réalité sur le terrain et les attentes politiques devient insurmontable. Le moral des troupes décline rapidement. Des désertions sporadiques, des abandons d'armes et des incidents de mutinerie ponctuent les dernières campagnes, surtout dans les unités composées de jeunes recrues non préparés et de soldats épuisés. La brutalité des combats de rue en Pologne, en Hongrie et dans les Ardennes met en évidence l'incapacité des structures de commandement à maintenir l'ordre. Les vétérans décrivent un sentiment d'effondrement moral, où la loyauté envers les officiers cède face à la peur, à la faim et au froid. En parallèle, les forces alliées soviétiques à l'Est, américaines et britanniques à l'Ouest exploitent chaque faiblesse. Les offensives soviétiques de janvier 1945, par exemple, avancent sur plusieurs centaines de kilomètres en quelques semaines, laissant derrière elles des unités allemandes désorganisées et coupées de leurs lignes d'approvisionnement. Les cartes opérationnelles de la Wehrmacht montrent des trous béants dans les secteurs de défense et des unités déplacées hâtivement, souvent sans coordination. Les symboles de l'ordre militaire se fissurent aussi dans le quotidien des hommes. Les gamelles vides, les fusils abandonnés et les uniformes déchirés deviennent des signes visibles de l'inefficacité croissante du commandement. Là où autrefois un simple appel au drapeau pouvait rassembler des centaines d'hommes disciplinés, désormais, la confusion règne. La guerre, qui avait été initialement une démonstration de force méthodique, se transforme en un combat pour la survie immédiate, brisant les structures mentales et idéologiques sur lesquelles reposait toute la Wehrmacht. Ce mélange de pression idéologique, de fatigue extrême, de pénurie matérielle et d'avancées ennemies crée un terrain fertile pour l'effondrement. Les hommes qui avaient appris à obéir, à marcher, à tirer et à vivre selon des règles strictes sont désormais confrontés à une réalité où ces règles ne suffisent plus. Ce contexte établit le cadre nécessaire pour explorer les différents angles humains, tactiques, technologiques et moraux qui ont conduit à la rupture finale de la discipline allemande. Pour comprendre pleinement l'effondrement de la discipline dans les derniers mois de la guerre, il faut examiner la situation sous plusieurs angles. Le premier est l'angle humain. Les soldats de la Wehrmacht, formés à l'obéissance stricte et à l'endurance, se retrouvaient désormais dans des conditions inimaginables. Les hivers de l'Est, glacial et implacable, rendaient chaque marche, chaque combat, un test de survie. Les vétérans décrivent des journées où la faim, le froid et la peur s'entremêlaient, rendant toute initiative rationnelle difficile. Les jeunes recrues, parfois à peine âgés de 16 ou 17 ans, voyaient leurs camarades tomber, gelés ou blessés, et commençaient à douter du sens de la discipline qui leur avait été inculquée. Selon un rapport de janvier 1945, la cohésion morale de certaines unités est compromise. Les soldats hésitent à avancer et refusent parfois de suivre les ordres. La peur et l'épuisement se substituent à la loyauté et à la rigueur. Le deuxième angle est tactique. Les fronts allemands étaient désormais trop étendus pour maintenir un contrôle efficace. Les unités étaient dispersées, les communications interrompues par les bombardements et les offensives ennemies. La Wehrmacht, qui avait jadis excellé dans les manœuvres coordonnées, voyait ses divisions agir de manière fragmentaire, incapables de réagir aux mouvements rapides des forces alliées. La planification méticuleuse des attaques et des contre-attaques cède la place à des retraites improvisées et désordonnées. Les commandants de compagnie,
responsables de dizaines d'hommes, doivent souvent improviser face à des situations que ni le plan de bataille ni l'expérience n'avaient envisagées. Cette désorganisation tactique alimente l'impression d'un effondrement imminent. Le troisième angle est technologique. Alors que la guerre progressait, le matériel allemand devenait obsolète ou insuffisant. Les chars Panther et Tiger, puissants mais coûteux et fragiles, nécessitaient un entretien constant et du carburant en quantité. Les pannes mécaniques et le manque de pièces détachées immobilisaient fréquemment ces engins de pointe. Les armes légères souffraient de la même inadéquation. Munitions manquantes, fusils gelés, mitrailleuses incapables de fonctionner sous le froid extrême. La supériorité technique qui avait été un pilier de la Wehrmacht s'érodait, laissant les soldats dépendants d'armes et de véhicules de fortune. Ce manque de fiabilité renforçait la désobéissance. Comment exiger de l'ordre lorsque les instruments mêmes de la guerre trahissent ceux qui les utilisent? Enfin, le quatrième angle est l'angle moral. La propagande et l'idéologie nazie avaient créé une cohésion artificielle fondée sur la peur et le prestige de la supériorité allemande. Lorsque la réalité s'est imposée, retraite, bombardements incessants, pertes massives, cette cohésion s'est fissurée. Des incidents de pillage, de refus d'obéissance et de désertion se multiplient, même parmi les soldats expérimentés. La discipline n'était plus un choix volontaire, mais une exigence imposée par la peur d'une punition. À mesure que la guerre devenait une lutte pour la survie quotidienne, la loyauté envers l'ordre militaire se transformait en simple instinct de préservation. Ces quatre angles humains, tactiques, technologique et morale, commence à dessiner un portrait complet du processus par lequel la Wehrmacht, autrefois modèle de discipline, voit ses structures et ses certitudes s'effriter. Les hommes formés à l'obéissance absolue se retrouvent confrontés à un environnement qui défie toute logique militaire et toute endurance physique. Cette première moitié des angles montre que l'effondrement n'est pas le résultat d'un seul facteur, mais d'une convergence de pressions qui rendent la discipline intenable. Le cinquième angle est celui du leadership. À mesure que la guerre s'enlise, les interventions directes d'Hitler et des hauts commandants nazis deviennent de plus en plus fréquentes et contre-productives. Les ordres absurdes de contre-attaques impossibles ou de positions tenues à tout prix imposent une tension extrême aux officiers de terrain. Dans certains cas, les commandants hésitent à transmettre des ordres qui mèneraient à la mort quasi certaine de leurs hommes. Un rapport daté de décembre 1944 précise « Les officiers de la ligne de front se trouvent dans l'impossibilité de concilier directives et survie de leurs troupes. » Cette dynamique crée une atmosphère où la discipline, autrefois naturelle, devient une obligation pénible et souvent ignorée. Les tensions entre politique et stratégie sapent la confiance dans la chaîne de commandement. Le sixième angle est l'angle ennemi. Les offensives alliées, particulièrement les attaques soviétiques à l'est et l'avancée américaine et britannique à l'ouest, exploitent chaque faiblesse. La rapidité et la coordination de ces forces laissent peu de temps à la Wehrmacht pour s'adapter. Les soldats allemands, habitués à planifier et à exécuter chaque manœuvre avec précision, se trouvent submergés par des offensives combinées, souvent venues de plusieurs directions à la fois. Les récits de terrain mentionnent des hommes incapables de distinguer alliés et camarades dans la confusion, perdant tout repère avec le sens même de la discipline. Cette pression extérieure agit comme un catalyseur de l'effondrement interne. Le septième angle est l'angle moral prolongé. Les soldats, confrontés à la faim, à la fatigue et à la peur constante, commencent à remettre en question l'idéologie qui les avait soutenus pendant des années. La propagande avait promis gloire et honneur, mais le front final ne livre que désolation et mort. Des lettres et journaux personnels de janvier 1945 décrivent des hommes qui considèrent désormais l'obéissance stricte non pas comme une vertu, mais comme une absurdité mortelle. Les rations, autrefois symboles d'ordre et de cohésion, deviennent des preuves quotidiennes de la rupture. Gamelles vides, pain durci et soupe rappellent à chaque soldat l'échec de la machine militaire à protéger sa propre force. Le huitième angle est le symbolisme de la survie quotidienne. Au milieu du chaos, de petits objets prennent une signification presque poétique. Une tranche de pain, un morceau de lard, une cigarette partagée deviennent les témoins de l'humanité qui persiste au-delà de la discipline militaire. Ces éléments incarnent une forme d'abondance américaine que les soldats allemands, désormais affamés et surmenés, ne peuvent plus ignorer dans leurs souvenirs ou via la propagande ennemie. Le contraste entre l'ordre rationnel de la Wehrmacht et l'accès à de simples nourritures de survie révèle l'écart entre la rigidité militaire et la réalité humaine. En combinant ces angles leadership, pression ennemie, morale individuelle et symbolisme concret, on obtient une image complète des forces internes et externes qui brisent la cohésion. La Wehrmacht n'est plus seulement confrontée à un adversaire sur le champ de bataille, mais à l'effondrement progressif de l'idéologie, de la confiance et de la discipline sur lesquelles reposait toute son efficacité. Ces perspectives nous conduisent directement au dernier moment de résistance et au tournant décisif qui marque la fin de la guerre pour les troupes allemandes.
Décembre 1944. Les Ardennes. La Wehrmacht lance ce qui sera connu comme la dernière grande offensive à l'ouest, le Winter Offensive ou bataille des Ardennes. Les soldats, épuisés par des mois de combats, de marches et de rationnements insuffisants, avancent à travers une forêt dense et glaciale. L'espoir de percée rapide est tangible dans les ordres transmis par radio et par courrier officiel. Chaque officier croit encore pouvoir restaurer la gloire et la discipline de ses troupes. Pourtant, sur le terrain, la réalité est tout autre. Les blindés manquent de carburant, les communications sont fragmentées et les troupes, éreintées par la faim et le froid, avancent en désordre. À l'est, janvier 1945, l'armée rouge déclenche l'offensive Vistuluder, poussant les divisions allemandes à battre en retraite. Les villes polonaises tombent avec une rapidité déconcertante. Les rapports de la Wehrmacht soulignent un manque d'organisation totale. Unités isolées, colonnes bloquées dans la neige, soldats désorientés. Un commandant de bataillon note dans son journal « Nos hommes ne marchent plus en formation. Chaque section agit pour elle-même. La discipline n'est plus qu'un souvenir. » Les officiers tentent d'imposer des lignes de défense, mais les ordres ne sont plus que des suggestions face à la réalité écrasante du front. Les pertes humaines atteignent des sommets. À Stettin et sur les rives de l'Oder, des milliers de soldats sont faits prisonniers, souvent sans avoir combattu. Les effectifs des divisions sont réduits à une fraction de ce qu'ils étaient au début de l'année. Les vétérans rapportent des scènes de chaos, hommes abandonnant leurs armes pour se réfugier dans les villages, petites unités dissolues, mais c'est un vide traînant dans la neige comme preuve tangible de la dislocation. L'effondrement de la discipline ne se limite pas aux grandes unités, il s'étend jusque dans les petites compagnies et les escouades. Les ordres ne sont plus entendus ou sont ignorés, souvent parce que la survie immédiate prime sur toute stratégie. Les soldats, jadis formés pour obéir aveuglément, choisissent désormais la vie plutôt que la loyauté à une hiérarchie qui s'effondre sous leurs yeux. Les gamelles vides, les fusils abandonnés et les sacs de rations laissés derrière deviennent des symboles de cette rupture. Même dans les unités restantes les plus disciplinées, la tension est palpable. Les officiers de rang moyen luttent pour maintenir l'ordre, mais la combinaison de fatigue, de peur et de conditions extrêmes dépasse toute capacité humaine. Selon les rapports de division de janvier 1945, la chaîne de commandement est fragmentée. Les hommes avancent par instinct et non par ordre. Chaque colonne se débat pour survivre. Le contraste entre ce que les soldats avaient été entraînés à accomplir et ce qu'ils peuvent réellement faire est dramatique. L'efficacité militaire cède place à un chaos organisé, une lutte pour exister dans un monde qui ne pardonne aucune faiblesse. Les armes, pourtant symboles de force et de contrôle, deviennent des poids. Les fusils gelés, les chars immobilisés et les munitions rares transforment chaque offensive en épreuve de survie. La Wehrmacht, célèbre pour son organisation et sa rigueur, découvre que la discipline ne peut tenir lorsque le corps et l'esprit sont épuisés. La froide réalité du front final balaie l'illusion d'un contrôle absolu. Février 1945. Sur le front de l'Est, la Wehrmacht est maintenant confrontée à une offensive soviétique massive qui traverse la Pologne et fonce vers l'Allemagne. Les divisions autrefois impeccables sont réduites à des groupes disparates de soldats fatigués et désorientés. Les unités se retrouvent souvent isolées, coupées de leurs lignes de ravitaillement. Des villages entiers sont abandonnés sans combat, laissant derrière eux des équipements gelés, des fusils brisés, des gamelles vides, vestiges tangibles d'une discipline qui s'est évaporée dans la neige et le froid. Les officiers tentent encore de maintenir un semblant de contrôle, mais les ordres sont fréquemment ignorés. Les rapports internes indiquent que certaines sections refusent d'avancer, préférant survivre plutôt que d'obéir à des directives impossibles. La fatigue, la faim et le froid ont transformé l'obéissance en un luxe que plus personne ne peut se permettre. Un lieutenant de Panzergrenadier écrit « Nous avançons non par ordre, mais par instinct de survie. La guerre telle que nous la connaissions n'existe plus. » À l'ouest, les forces alliées progressent également avec une rapidité implacable. Les soldats allemands des Ardennes sont maintenant en pleine retraite et les lignes de commandement se désagrègent. Des incidents de désertion se multiplient et certains groupes abandonnent complètement leurs armes pour rejoindre des civils fuyant la guerre. Chaque gamelle laissée sur la route, chaque fusil planté dans la neige, témoigne de la rupture de l'ordre. Même les officiers les plus expérimentés doivent accepter que la discipline, autrefois leur outil le plus fiable, est désormais impuissante face à la réalité du front. Le symbolisme des rations abandonnées devient encore plus poignant. Ces objets, autrefois simples instruments de survie et de cohésion, représentent maintenant l'échec des structures militaires et la vulnérabilité humaine. La discipline qui avait permis à la Wehrmacht de conquérir l'Europe s'est transformée en chaos quand le froid, la faim et la peur ont dépassé toute limite humaine. Les hommes qui marchaient autrefois au pas,
synchronisés, obéissant aux ordres et à la hiérarchie, errent maintenant comme des ombres, guidés par la nécessité de vivre plutôt que par un sens du devoir. Dans cette atmosphère de désolation, la rupture est complète. Les unités se dissolvent, la cohésion disparaît, et même la hiérarchie la plus stricte ne peut contenir la panique et le désespoir. La Wehrmacht, symbole de discipline et de puissance militaire, est confrontée à l'ultime vérité. La rigidité seule ne peut contrer la fragilité humaine, ni les forces de la nature et de l'ennemi combinés. Alors que l'hiver s'achève et que les troupes allemandes se replient vers l'intérieur du territoire, le tableau est celui d'une armée brisée, non seulement par l'ennemi, mais par l'accumulation de mois de privation, de défaite et de désespoir. Les hommes marchent encore, mais chaque pas résonne comme un écho de l'ordre perdu, un témoignage silencieux de ce que signifie la discipline lorsqu'elle rencontre ses limites. Les gamelles vides, les fusils abandonnés et les colonnes disparates deviennent les symboles de ce naufrage, préparant le terrain pour l'après-coup et l'analyse des conséquences de cet effondrement. Mars 1945. Les rapports de terrain dépeignent une Wehrmacht au bord de l'effondrement total. Les divisions, autrefois considérées comme les meilleures d'Europe, sont réduites à une fraction de leur force initiale. Des milliers de soldats sont faits prisonniers, souvent sans avoir participé à un combat organisé. Selon les archives alliées, plus de 500 000 hommes furent capturés sur le front de l'Est entre janvier et mars 1945 et un nombre similaire sur le front de l'Ouest. Les chiffres témoignent de ce que les officiers appelaient autrefois la cohésion invincible de la Wehrmacht, maintenant transformée en désorganisation et abandon. Les destructions matérielles sont également massives. Les chars abandonnés dans les champs gelés, les canons laissés derrière et les dépôts de munitions incendiés montrent que la logistique, autrefois pilier de la discipline allemande, n'existe plus. Les inventaires des unités capturées révèlent que 60 à 70% du matériel était inutilisable ou abandonné sur place. Les mestins vides, les uniformes déchirés et les sacs de rations abandonnés témoignent de l'ampleur de la désolation. Ces objets, devenus symboles silencieux de l'échec, apparaissent dans les journaux et photos des Alliés comme preuve tangible de la rupture de la cohésion militaire. Les témoignages personnels ajoutent une dimension humaine à ces statistiques. Un soldat de la ER écrit « Nous ne suivons plus d'ordre. Nous avançons selon ce que nos jambes peuvent supporter. Chaque jour est un défi pour ne pas tomber, pas pour obéir. » Les lettres envoyées à la famille décrivent la faim, le froid et le chaos, mais aussi la peur croissante des représailles ou de la mort soudaine. La discipline, qui était autrefois une source de fierté et de sécurité, devient un souvenir douloureux. Le rapport moral des officiers supérieurs insiste sur un phénomène particulier, la disparition de l'autorité informelle. Dans les unités disciplinées, les hommes se soutiennent mutuellement, s'assurent que personne n'est laissé derrière. À ce stade final, ce mécanisme social s'effondre. La survie individuelle prime sur la cohésion collective. Des incidents de vol de nourriture, de disputes pour des couvertures ou de refus de marcher en colonne montrent que la guerre a transformé l'obéissance en un luxe que plus personne ne peut se permettre. L'analyse stratégique après la guerre souligne que cette perte de discipline a accéléré la chute des positions allemandes. Là où les officiers avaient autrefois pu compter sur des troupes cohérentes et obéissantes pour maintenir une ligne de défense, ils sont maintenant confrontés à des colonnes éclatées, incapables de tenir un front continu. Les forces alliées et soviétiques exploitent cette faiblesse systématiquement. La Wehrmacht n'est plus une force organisée. Elle devient une série d'individus et de petites unités, chacune luttant pour sa survie, chacun abandonnant progressivement les idéaux et les pratiques qui avaient défini l'armée allemande. Ces premières conséquences montrent que l'effondrement de la discipline ne se limite pas aux pertes matérielles ou aux statistiques. Il transforme l'expérience humaine de la guerre. Les soldats, entraînés à obéir, à avancer et à combattre, doivent maintenant composer avec une réalité où la seule règle est la survie. Cette dynamique prépare la transition vers la section 2 après coup, où nous explorons les effets à long terme, les perceptions post-guerre et les leçons tirées de cette désintégration de l'ordre militaire. Avril 1945. Alors que l'Allemagne est envahie de toutes parts, l'ampleur du désastre devient irréversible. La Wehrmacht, qui avait été la force militaire la plus redoutée d'Europe, n'est plus qu'un assemblage d'unités désorganisées, souvent réduites à quelques dizaines d'hommes. Les archives alliées montrent que certaines divisions, composées de milliers d'hommes à l'été 1944, ne comptaient plus que 200 à 300 soldats à ce stade. L'ampleur de la défaite et la vitesse de l'effondrement sont telles que même les vétérans les plus endurcis ont du mal à comprendre l'ampleur de la désorganisation. Les conséquences psychologiques sont profondes. Les officiers supérieurs reconnaissent dans leur rapport une démoralisation généralisée. L'esprit de corps est disparu. Les hommes se replient sur eux-mêmes, perdus dans la peur, incapables de se coordonner. La discipline, jadis le pilier de l'armée, n'est plus qu'un souvenir lointain.
Des incidents de mutinerie et de refus d'obéissance se multiplient, parfois dans les dernières heures avant la reddition. Les soldats abandonnent leur position, parfois pour se rendre, parfois pour rejoindre leurs familles dans les villes bombardées, transformant l'ordre militaire en chaos humain. Les symboles matériels de cette défaite sont omniprésents. Les gamelles abandonnées, les fusils gelés et les uniformes déchirés apparaissent sur les photos des Alliés et dans les journaux de la Wehrmacht comme témoins silencieux de l'érosion complète de l'organisation. Même les quartiers généraux, autrefois centres de coordination méticuleuse, sont vidés ou incapables de transmettre des ordres cohérents. La logistique, la planification et la hiérarchie ne sont plus que des notions abstraites face à la réalité du terrain. Les conséquences à long terme vont bien au-delà du champ de bataille. La perception de la Wehrmacht après la guerre change radicalement. Les historiens, en analysant ces derniers mois, insistent sur le fait que la fameuse discipline allemande n'était pas infaillible. Elle reposait sur des conditions strictes de contrôle, de logistique et de morale. Lorsqu'un ou plusieurs de ces piliers s'effondrent, la structure entière devient vulnérable. Les leçons tirées concernent non seulement la stratégie militaire, mais aussi la compréhension des limites humaines face à la pression, à la peur et à la privation. Enfin, ce qui semblait au départ être une défaite tactique se révèle être aussi une défaite morale et idéologique. Les soldats qui avaient obéi avec fierté découvrent que la loyauté aveugle n'est pas suffisante pour survivre. La dislocation de la Wehrmacht illustre que la rigidité, même lorsqu'elle est la clé de la victoire initiale, ne peut résister aux forces combinées de la guerre totale, du froid, de la faim et de l'ennemi. Les gamelles vides, les fusils abandonnés et les traces de pas solitaires dans la neige deviennent des métaphores de la fragilité de la discipline et de la vulnérabilité humaine. Cette vision prépare la transition vers la réflexion clôture, où l'on explorera les implications plus larges de cet effondrement, en termes d'humanité, de liberté et de leçons sur la survie et la discipline. Le silence des champs gelés et des villages abandonnés résonne encore dans l'imaginaire de ceux qui étudient la Wehrmacht. Les gamelles vides, les fusils laissés dans la neige et les traces de pas solitaires témoignent d'une vérité intemporelle. La discipline, aussi rigoureuse soit-elle, dépend de la condition humaine. Lorsque le corps est épuisé, l'esprit accablé et l'idéologie confrontée à la réalité brutale, l'obéissance cède la place à l'instinct de survie. Cette leçon ne se limite pas à la guerre allemande. Elle révèle un principe universel sur l'équilibre fragile entre structure et humanité. Les soldats, entraînés pour marcher au pas et suivre aveuglément les ordres, deviennent des individus confrontés à la vulnérabilité et à l'incertitude. Les objets les plus simples, un morceau de pain, un fusil, une gamelle, incarnent à la fois la promesse de stabilité et la preuve de sa perte. Ces symboles, témoins silencieux de l'effondrement, rappellent que l'abondance, la discipline et l'ordre ne sont pas garantis. Ils doivent être soutenus par des réalités tangibles, par la nourriture, par la chaleur, par la survie concrète des hommes eux-mêmes. En fin de compte, la chute de la discipline de la Wehrmacht dans les derniers mois de la guerre illustre une vérité plus vaste sur la guerre et sur l'humanité. La rigidité totale, lorsqu'elle rencontre la fatigue, le froid et l'ennemi implacable, ne peut résister. La liberté et l'abondance, symbolisées ici par de simples rations et par la capacité de choisir sa propre survie, deviennent les véritables forces sur lesquelles repose la résistance humaine. Les soldats qui ont perdu l'ordre militaire ont rappelé, involontairement, que la survie et la résilience sont des valeurs supérieures à toute structure imposée. Et dans cette leçon, gravée dans la neige, dans les débris des villages et dans le silence des champs gelés, réside une vérité intemporelle. La discipline est essentielle. Mais elle ne vaut que si elle est soutenue par la force humaine et la conscience de ce qui est véritablement vital. Les leçons de janvier à mai 1945 demeurent, intemporelles et universelles, dans la mémoire de ceux qui observent comment le contrôle cède devant l'humanité elle-même.